Pierre-Édouard Stérin, le détestable Pierre-Édouard Stérin, que vous ne connaissez que trop bien, ce Bolloré de Wish, qui a fait fortune avec Smartbox, était encore auditionné au Sénat cette fois-ci. C'est pas la première fois qu'il est auditionné lors d'une commission d'enquête. Là, c'est une commission d'enquête sénatoriale, je sais pas exactement sur quoi. Et il paraîtrait, de ce que j'ai entendu dire, il paraîtrait qu'il a dit des immenses dingueries, qu'il était totalement en roue libre, le PE, figurez-vous, le Stérin. Donc il a évité les questions et il a parlé de remigration. Il a dit bah ouais, je suis exilé fiscal, c'est quoi le souci? On n'a pas le droit d'être exilé fiscal. Mais je suis un grand patriote. Enfin, nul à chier. Pierre-Édouard Stérin, il est vraiment très mauvais. Je ne sais pas ce que c'est que Il fait ce partie super des gens qui n'ont pas de talent. Il est nul. Il est mauvais. Il est mauvais. Bolloré de Wish, je pense que c'est vraiment le bon terme pour lui, quoi. Voilà. Il rêve d'être Bolloré, mais vraisemblablement, il n'a pas le talent d'un Bolloré, quoi. Voilà. Alors après, Nick Bolloré tous les jours, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas à son talent. Sans ça, il serait pas aussi dangereux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Stérin, c'est un gros nul, quoi. Avec ses loser box. Je pense qu'il est devenu milliardaire un peu par hasard. Il a eu un coup de chance. Et du coup, maintenant, il s'est dit, je vais mener la bataille culturelle pour une France éternelle, catholique et blanche. Sauf qu'il est nul. Il est mauvais. Donc, on va voir ce qu'il a dit à la commission d'enquête. Alors, la commission d'enquête dure à peu près 1h30, donc on va pas réacter à tout en entier. J'ai un peu autre chose à foutre, je vous avoue. Mais il se trouve que Mediapart a fait un article pour résumer un peu le truc, qui est pas trop long, donc on va lire l'article de Mediapart directement pour avoir un petit peu le condensé de tout ce qu'il a pu dire. Voilà. Attention, breaking news. Flash info exceptionnel, Jean-Luc Mélenchon aurait atteint les 300 000 signatures de soutien sur son site de lancement de campagne. L'Insoumis est dans les starting blocks à l'approche de la présidentielle. Rendez-vous à son meeting du 7 juin dimanche à Saint-Denis qui marquera le grand lancement de sa campagne pour les présidentielles de 2027. Laissera-t-il un espace à ses concurrents à gauche ou les a-t-il d'ores et déjà tous graillés un par un, tel un ogre ? C'était une bonne impro, je trouve. C'était pas mal du tout, mais du coup, je vais m'arrêter là. J'ai pas la suite. Ok, ça y est, il est élu. Hein. Ouais, il est élu, il paraît. Alors attention, il faut plusieurs millions de voix, ne serait-ce que pour passer au second tour. Mais bon, ça n'a rien à voir. Tel un ogre, bah ouais, un ogre, ça graille des gens. Les ogres, ils mangent des enfants, non? Oui, je veux dire que Mélenchon mange des enfants. Mais c'est une analogie. Mélenchon mange des enfants comme Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier et Fabien Roussel. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ou François Ruffin. C'est une analogie. C'est ogrophobe. Après, moi, quand je pense aux ogres de World of Warcraft. Et j'aime bien les ogres dans World of Warcraft. Je trouve ils sont cool, ils sont marrants, ils ont des bonnes têtes. Ouais, quand on me dit ogre, je pense à ça. Vous voyez? Je pense à lui, là. Je pense à ceux, là, qui sont un peu au sud-ouest de Tanaris. Vous voyez? Tout au sud de Kalimdor. Et tu peux aller tu récupères du lin, non pas du lin, tu récupères du tissage dessus. Ceux qui sont niveau 40 à peu près. Tu vois, Krone, t'as la ref. Je pense précisément, mais c'est eux d'ailleurs. C'est ceux qui sont dans le sable à côté de Tanaris, ceux-là. Ça s'appelle comment déjà la zone où il y a Tanaris? C'est quoi la zone où il y a Tanaris, je me souviens plus. Gadgetzan? Non, c'est pas là. C'est Tanaris. Ah non, mais c'est quoi? Ah, c'est Gadgetzan qui est à Tanaris. Ok. Non, c'est pas ça. C'est au sud-ouest de Gadgetzan à Tanaris. Une des meilleures zones du jeu. Incroyable. Hein. Bon, bref. Moi, je pense à ces ogres-là. Donc, moi, je les trouve plutôt sympathiques, quoi. Bon, bref. Peu importe, ouais, l'odeur du stream d'un coup. Non. Mais c'est horrible parce que là, je viens de vous parler de ça. Vraiment, j'ai eu comme un sentiment de nostalgie profond. Et je suis en mode, j'ai envie de rejouer à WoW, quoi. Parce que vraiment, j'y ai joué quand j'étais petit. J'ai rejoué au moment de WoW classique, au moment du confinement, où j'ai pu m'y consacrer 8 heures par jour. C'est allez, reviens Ribo, jamais de la vie. Je préfère reprendre le shit que World of Warcraft et je suis très sérieux. Je suis très sérieux quand je dis ça. Je préfère reprendre le shit que World of Warcraft. Gros, quand il y a WoW Classic Plus, on fait un arc en stream. Non, je peux pas. C'est vraiment, c'est comme si vous me disiez allez, reprends un fixe d'héros, Ribo, tu vas voir, c'est super. Non, vous êtes sérieux? Allez, tiens, juste un petit fixe, tu vas voir. Elle est super pure, l'héroïne. Non, j'en veux pas. Cassez-vous, vous êtes sérieux là? Non, je préfère 1000 fois reprendre le shit que World of Warcraft. Vraiment, je peux pas replonger. Surtout qu'en plus, moi j'y ai joué quand j'étais petit, mais j'allais à l'école et j'avais des parents, donc je pouvais pas y jouer à l'infini, quoi. Et après, j'y ai joué pendant le confinement, pendant le Covid, à WoW Classic. Et là, j'ai pu voir ce que c'était que ton métier, c'est World of Warcraft. Ton activité principale dans la vie, c'est World of Warcraft. Et c'est trop bien. C'est exceptionnel. Bon, j'ai fini par arrêter pour faire d'autres choses, et tant mieux, quoi. Mais non. Alors, WoW sous shit, je fais pas trop. Ah si, j'ai fait WoW sous shit pendant le confinement. Bah non, enfin, genre, si je fais ça, c'est fini. C'est fini si je fais ça. Fais confiance.
Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, c'est mort. Allez, on va lire l'article, pardon. Bref, tout ça pour dire que Pierre-Édouard Stérin, allez, on lit. Au Sénat, Pierre-Édouard Stérin prône la remigration et esquive les questions. Convoqué par une commission d'enquête parlementaire sur le financement des politiques publiques, le milliardaire d'extrême droite a soigneusement évité de répondre aux questions sur la structure économique de son écosystème philanthropique, mais n'a pas manqué de livrer quelques saillies identitaires. Je suis pas dedans, j'ai envie de parler de World of Warcraft avec vous, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. J'ai envie de continuer cette conversation là. J'ai pas envie de faire le capsuleur. J'ai pas envie de faire le capsuleur en me disant ça ferait une bonne VOD YouTube. J'en ai marre. J'ai envie de faire un stream full impro. Je m'en bats les couilles. Allez, focus. Jouer quelle classe? Démoniste quand j'étais petit, guerrier quand j'étais grand. Gnome, principalement. Dirty Alliance Player. Attendez, vive l'extrême droite? Mais c'est ça, je comprends pas. Un mec, il arrive, il s'appelle extrême droite, il arrive, il dit vive l'extrême droite. Votez RN. Tu penses que c'est une bonne manière de faire de la propagande, ça? Tu penses que ça va convaincre des gens? Tu penses qu'en mettant ça dans un chat de gauchistes avec 1500 personnes, les gens ils vont se dire oh j'avoue. Oh j'avoue, non, t'es pas un troll, t'es sérieux, mais c'est quoi l'utilité militante que de faire ça? Si vraiment tu veux faire gagner l'extrême droite, fais pas ça. Enfin, je veux pas te donner des conseils, mais genre, je comprends pas quoi. T'arrives là, chez les gauchistes, tu dis votez extrême droite. Ah bah super, heureusement que t'es là, extrême droite. Bah non, du coup, hein, on va pas voter extrême droite. Hein. Non. Bah, vote extrême droite si tu veux, mais casse-toi aussi, tiens. Hop là. Tu es banni séant. Voilà. Ici, c'est la gauche autoritaire, d'accord? Ici, on suce Staline. Non, c'est pas vrai. On suce pas Staline. Bon, il y en a qui sucent Staline dans le chat, mais pas moi. Mais voilà, ici, c'est bon. Voilà. On est plutôt d'une sensibilité anti-autoritaire de base, mais parfois, voilà. Hein. Parfois, la discipline révolutionnaire, quand même, dont on se réclame, fait que casse-toi, quoi. On te bannit. Bref. Donc, la dernière fois qu'il a été convoqué au Parlement, le 20 mai 2025, Pierre-Édouard Stérin avait préféré s'exprimer en visioconférence sur CNews, où il avait accusé les députés de vouloir, je cite, jouer les imbéciles devant les caméras, en l'auditionnant. Il n'est pas très républicain, ce monsieur. Dans les commissions d'enquête, c'est un truc profondément démocratique, quoi. Parce que les députés, je rappelle, hein, les députés de la nation française, les 577 députés de la Chambre basse de l'Assemblée nationale sont les représentants du peuple. Si on peut dire, bon après, il faut se méfier du mot démocratie, hein, c'est une démocratie extrêmement imparfaite, la France, évidemment. Mais bon, ce qui définit la démocratie représentative, c'est justement que les députés de la Chambre basse sont les représentants du peuple. Et donc, du coup, c'est le peuple qui écrit la loi, qui a le pouvoir législatif à travers ses représentants. Relire Jean-Jacques Rousseau, typiquement. Voilà. Donc, je veux dire, les commissions d'enquête, c'est une arme, un outil qu'ont les députés de la nation, en qualité de représentants du peuple, pour aller justement aller mettre leur nez chez les puissants, parfois. Voilà. C'est un truc qui est démocratique, en réalité, les commissions d'enquête parlementaires. C'est un outil démocratique, par définition. Et donc, arriver et dire que les députés veulent jouer les imbéciles devant les caméras en l'auditionnant, c'est une façon de dire, la démocratie, tiens, je m'en bats les couilles de la démocratie, vous êtes des clowns. C'est pas très républicain, ça, monsieur Stérin. Voilà. Un an plus tard, jeudi 4 juin, face aux sénateurs et aux sénatrices, le milliardaire d'extrême droite a bien voulu se plier à son obligation légale. Le refus de comparaître devant une telle instance est passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €. Alors je pense que l'amende de 7 500 €, il peut la payer sans aucun souci. Philosophie. Mais les 2 ans d'emprisonnement, peut-être ça le ferait chier un peu quand même, de prendre du sursis ou du je ne sais quoi. Merci Tomatosan, merci beaucoup pour ton 10e mois. Merci. C'est à distance que l'exilé fiscal en Belgique a répondu pendant 1h30 aux questions des membres de la commission d'enquête sur, je cite, le financement des politiques publiques. Ah! Depuis 4 mois, cette commission se penche sur les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Et a notamment dans son viseur l'écosystème philanthropique et, je cite, entre guillemets, métapolitique du fondateur des coffrets cadeaux Smartbox. Donc, on parle de Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin a toujours exactement la même tête. J'ai jamais vu avoir une autre expression faciale que ça. Il est robotique. Il est vraiment comme ça. Il répond, il est en mode genre, bonjour, je suis Pierre-Édouard Stérin. Salut, c'est mon imitation de Pierre-Édouard Stérin. Quand il parle, il est comme ça. Il peut passer 1h30 à parler à une caméra en étant totalement inexpressif comme ça. Parfois, il fait. Mais c'est tout. C'est le Mister Beast de la politique française, un peu. Vous voyez, quand je parle, mes sourcils, ils bougent. Mes yeux, ils se ferment, ils s'ouvrent. Je fais des mimiques, normal, je suis un être humain, quoi. Après, il y a des gens plus ou moins expressifs. Il y a peut-être des gens qui sont un peu inexpressifs sur le chat. Ne le prenez pas pour vous. Mais Pierre-Édouard Stérin, pour le coup, je trouve que son inexpressivité connaissant l'animal, j'ai pas confiance en lui pour ça. J'ai pas confiance en lui pour ça. Voilà. Mais après, il y a des gens plus ou moins expressifs. Des gens qui sont assez peu souriants et qui sont archi sympas.
Tu te rends compte, il est en mode trop sympa ce gars-là, mais les premières interactions, t'es en mode genre, il me fait la gueule, non, en fait, non, juste il y a des gens qui sont peu souriants. Force à vous, si vous êtes peu souriant, vous êtes quand même sympa. Par contre, si vous êtes comme ça, assez inexpressif comme Pierre-Édouard Sterrin, et que vous êtes Pierre-Édouard Sterrin ou MrBeast, typiquement, c'est non. C'est non. Voilà. Bref. Affable et souriant, hein, il fait partie de ces gens qui sourient qu'avec la bouche et pas avec les yeux, Pierre-Édouard Sterrin s'est prêté sous serment au jeu des questions-réponses, qu'il avait, selon les informations de Mediapart, préparé en amont par un média training. Remerciant à chaque intervention les sénateurs et sénatrices pour la pertinence de leurs questions, le très radical philanthrope s'est tout de même laissé aller à quelques réflexions politiques. De son propos liminaire, celui qui se définit comme marié, 5 enfants, normand, habitant en Belgique depuis 2012, a entrepris de justifier son exil fiscal par le fait que l'argent qu'il économise en impôts est réinjecté dans les associations qu'il finance pour le bien commun. Ah bah ça va. Ah mais c'est bien en fait. D'ailleurs, s'il y a des impôts en France et dans tous les pays qui existent, c'est de la merde en fait. On devrait laisser directement aux milliardaires le choix de le choix de où ils mettent leur argent quoi. Il est en mode les impôts, la solidarité nationale, ça sert à rien. Je fais déjà de la philanthropie. Bah non justement, la philanthropie c'est laisser encore plus de pouvoir économique à ceux qui possèdent le pouvoir économique. Donc les milliardaires typiquement. Là où l'impôt, la fiscalité, qui passe par un État justement contrôlé démocratiquement par des représentants, des députés. Bah ça permet en fait de pas laisser le choix de où est-ce que les riches vont mettre leur argent. Les riches, par l'impôt, ils contribuent à la solidarité nationale et c'est l'État, contrôlé démocratiquement, qui décide. Alors ça c'est sur le papier, c'est très imparfait encore une fois. Mais voilà quoi. Et en opposition à la philanthropie où c'est notre bon seigneur qui choisit de mettre la thune où il veut. Et ça c'est une logique d'ancien régime. Hein. C'est vraiment une logique de l'ancien régime quoi. C'est en mode genre, je suis un mécène, je vais financer le plafond de cette cathédrale qui a été construite à la gloire de notre souverain quoi. Ce genre de choses. Et pour éviter ça, bah justement, le but c'est de créer typiquement une république. Et bien, encore une fois, tout ça est très imparfait. Mais en tout cas, c'est quand même une avancée de créer une république avec des impôts plutôt que de laisser les grands seigneurs de ce monde décider d'où ils mettent leur thune au profit de qui ils veulent, quoi. Ça peut être pour faire des jardins splendides à Versailles ou pour faire une guerre qui sert à rien en Italie ou je ne sais quoi, là. Bah, ça, c'était à l'époque du Moyen-Âge, quoi. Voilà. Et justement, on n'est plus au Moyen-Âge. Et un des grands trucs qui différencie notre système économique et politique par rapport au Moyen-Âge, c'est que maintenant il y a un État avec des élections et des impôts, et normalement t'es censé payer tes impôts quand t'es riche, quoi. Donc bon, il est en mode non, vous inquiétez pas, je paye pas mes impôts, mais je fais de la philanthropie. Bah oui, bah ok, d'accord, mais on n'est plus au Moyen-Âge, frérot. Donc maintenant tu fermes ta gueule et tu payes. Voilà. Citation. François Hollande n'aime pas les riches. Et moi je n'aime pas les socialo-communistes. Ok. Ce qui m'a donné l'occasion de déménager, a-t-il développé. Et je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. Bon, moi, il est transparent. Hein. On peut pas lui enlever ça, mais quand même. Aïe, 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 aïe. Questionné par la rapporteuse socialiste Colombe Brossel sur ses récentes déclarations au New York Times, dans lesquelles il se définissait comme plus à droite que l'extrême droite sur la question de l'immigration. Toujours plus, lui. Hein. Plus à droite que l'extrême droite. C'est quoi alors? L'ultra-droite? Ah là 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 là. Avant, il disait réfugié fiscal. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent je suis réfugié fiscal. Victime de la répression fiscale. Je suis réfugié fiscal dans un paradis fiscal qui n'en fait pas un paradis, c'est juste un pays normal. Ces gens, mais vraiment, ils ont peur de rien. Ils ont pas froid aux yeux. S'ils ont peur de quelque chose, c'est la classe ouvrière organisée. Ils ont peur de ça pour le coup. Ça, ils ont peur. Ok, donc oui, plus à droite que l'extrême droite sur la question de l'immigration. Voilà. Et Pierre-Édouard Sterrin en a remis une couche, plaidant pour l'expulsion forcée de centaines de milliers d'étrangers et étrangères. Comme 90% des dirigeants de droite, comme de gauche des 193 pays qui existent dans le monde, je suis en faveur de la remigration des étrangers délinquants, sans papier ou au chômage depuis plus de 12 mois. A-t-il avancé? Au chômage depuis plus de 12 mois, carrément. Sauf que le chômage, il a pas dit, il a pas dit genre en mode au RSA ou je ne sais quoi. Quand t'es au chômage, tu cotises pour le système économique, tu cotises pour ta retraite. Quand t'es au chômage, t'as un travailleur qui n'a pas d'emploi. Même quand t'es au RSA, t'as un travailleur qui n'a pas d'emploi, selon la théorie marxiste, etc., etc. Mais je veux dire, même selon les règles républicaines, même les règles libérales, hein, vous voyez, quand t'es au chômage, t'es même pas vraiment, t'es sans activité économique, mais tu continues à cotiser, etc., etc. Et t'as cotisé pour ton droit au chômage avant. Vous voyez? Donc au chômage depuis plus de 12 mois, ça n'a pas de sens. T'as des cadres supérieurs qui peuvent être au chômage 1 an et demi, le temps de se reconvertir et je ne sais quoi. C'est vraiment dire ça, c'est de rien comprendre de rien comprendre à comment fonctionne l'immigration, etc., etc. Et c'est être profondément raciste déjà. Premièrement, évidemment, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le préciser pour quelqu'un comme Pierre-Édouard Sterrin, mais c'est même de absolument rien comprendre à ce que c'est que le chômage et ce que c'est que notre système économique, quoi. Vraiment, ce gars est vraiment ultra con. Il ne comprend rien à rien. C'est vraiment un débile, quoi. Je pense qu'il doit avoir une armée de conseillers pour faire tout un tas de trucs à sa place parce que c'est un
C'est un bolos, quoi, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je vois ça, Espace Média avec Louise, merci beaucoup pour la pub Insta, ça fait grave plaisir, force à toi. Ah bah merci Zalius. Merci, bah ça fait grave plaisir que des espaces, non, que des médias comme Espace existent, et ça fait grave plaisir le projet d'Espace Média, franchement, trop cool, quoi. Voilà, donc content d'avoir pu aider, ça fait plaisir. Alors après, il y a Guillaume Meurice en personne qui a aidé sur Radio Nova 3 jours avant. Bon, ça paraît un peu petit en comparaison, mais non. Content d'avoir pu filer un coup de main. J'espère que la cagnotte avance. J'ai cru comprendre que la cagnotte avançait, hein, ça va. Vous êtes bientôt à 2000, hein, quelque chose comme ça. Sur 10 000. Ah, c'est bien, c'est cool. Force à vous. Voilà. Et je leur dis, Espace Média, le chat, allez-y, allez donner un petit euro, ou 2, ou 10, ou 100, ou 1000 pour faire vivre un journalisme indépendant et alternatif dans le nord de la France et dans le bassin minier, là où il y a bien besoin de documenter les mouvements sociaux, notamment pour battre en brèche, justement, le discours de l'extrême droite sur le nord, qui serait des ouvriers racistes, quoi. Voilà. Bref. Ok. Avant de se définir lui-même comme étant au centre de la droite, en faveur d'un projet simplement libéral et conservateur. Oui, ok, d'accord. Donc il est à la droite de l'extrême droite sur l'immigration, mais au final, c'est un mec de centre-droite. Bon, faudrait savoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin non, il a dit au centre de la droite. Donc il est en mode, je suis de droite normale, mais quand il parle dans le New York Times, il dit, je suis plus à droite que l'extrême droite. Wesh, non mais ça va. Arrête de te foutre de la gueule du monde, quoi. Coutumier des propositions radicales, celui qui avait réaffirmé au cours d'une conférence que son domaine d'action prioritaire était l'objectif d'avoir plus de bébés de souche européenne, a assuré ne pas financer de projets spécifiques sur la question. En dehors du travail que je fais à titre personnel sur cette thématique-là, à travers mes 5 enfants, a-t-il précisé dans un sourire. Ok, il a bien réarmé graphiquement, c'est bien. Euh, tous les interlocuteurs de l'écosystème terrain qu'on a eu nous ont présenté leur nombre d'enfants. Je tiens à vous dire que c'est très singulier. Vous êtes les seuls à nous faire ces précisions, s'est étonnée la sénatrice socialiste Karine Daniel. Bah oui, c'est quoi ça? Moi j'ai fait plein de bébés, hein. Voilà. On n'a plus le droit de faire des bébés blancs, c'est ça? Vous allez tuer mes enfants? C'est ça? Vous allez refaire ce que vous avez fait à la famille Romanov? C'est ça, bande de bolcheviks? Qui sont ces gens, quoi? C'est incompréhensible. Le sénateur Les Républicains Roger Carucci n'a quant à lui guère été choqué par les propositions de Pierre-Édouard Stérin. Ce sont vos convictions, et vous avez raison de les défendre. Comme Mathieu Pigas a des convictions, et il a raison de les défendre, si s'est contenté de rebondir un peu plus tard. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est conforme à la légalité de l'État français? Eh oui, Jamy. Mathieu Pigas le fait avec un petit peu plus d'élégance, quoi. Puis, ils sont là comme si Mathieu Pigas, c'est un mec d'extrême gauche. Mathieu Pigas, il a été choisi en tant que banquier d'affaires pour restructurer la dette vénézuélienne. Alors j'ai pas bien taffé le sujet, faut que je le fasse. Mais genre Mathieu Pigas, c'est pas un bolchevique, quoi. Stop, hein. C'est juste qu'il est progressiste, on va dire, voilà. Il est progressiste, c'est pas un racelard, c'est pas un facho. Ça reste un banquier d'affaires, quoi. Ça va. C'est pas Bolloré ou Stérin. Tu le places tu le places dans un political compass. C'est pas ça, hein. Attendez. Oui, est-ce que c'est le political compass? Ce fameux outil. Voilà. Le fameux political compass. Donc c'est une manière, pour ceux qui ne connaissent pas, au lieu d'avoir juste un axe gauche-droite, tu as 2 axes. Voilà. Tu as 2 axes gauche-droite, entre guillemets. Enfin, tu as un axe gauche-droite qui est économique, de gauche économiquement, de droite économiquement. Et en plus, on rajoute un deuxième axe formant un repère orthonormé. Enfin, il n'est pas orthonormé, il n'est pas normé tout court, mais bref. Sur le deuxième axe, plus ou moins autoritaire, plus ou moins libertaire. Libéral, on pourrait dire. Voilà, c'est en anglais. Attention, c'est les termes anglais, quoi. Voilà. Donc là, tu aurais la gauche libertaire ici, la gauche autoritaire là, la droite autoritaire et la droite libertaire. Ok? Donc en se plaçant un petit peu dans les extrêmes, dans les coins, gauche autoritaire, là tu pourrais mettre Staline typiquement, quoi. Staline, il est là, c'est la bonne grosse gauche autoritaire. Oui, c'est orthogonal, mais là, en fait, là, il n'y a même pas de quadrillage, quoi. Donc on peut même pas dire qu'il est normé ou pas. Bref, peu importe. Peu importe. Et oui, il est orthogonal, du coup, à minima. Il y a un angle droit. Je peux continuer? Je peux continuer? Donc là, ça serait Staline, quoi, la gauche autoritaire. La gauche libertarienne, là, ça serait des anarchistes libertaires, ni Dieu ni maître, ni patron, etc., quoi. Droite autoritaire, là, c'est des genres de nazis, quoi, et de fascistes. Et la droite libertaire, là, ça serait plus des genres d'Elon Musk et de gars de la Silicon Valley, quoi. Vous voyez? En gros, c'est ça, quoi. Et ben, si on place. Enfin, encore que non, parce que dans la droite libertaire, il y en a plein, au final, ils veulent des fascistes, quoi. Et la droite libérale autoritaire, au final. Voilà. Ceux qui sont pour un libéralisme économique effréné pour faire leurs affaires, à droite, bah, au final, ils aiment bien avoir un mec bien autoritaire qui gère politiquement le truc pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de communistes et de gauche, quoi. Voilà. Donc bref, mais vous avez vu où je voulais en venir, quoi. En tout cas, du coup, si on place Pierre-Édouard Stérin et Bolloré, eux, ils sont là, quoi. Ils sont dans les coins ici. Ils sont vraiment tout au bord, quoi. Ils sont tout à droite. Tout à droite autoritaire pour Bolloré, parce que Bolloré, c'est vraiment un fasciste, et Pierre-Édouard Stérin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils sont là, quoi. Ils sont vraiment tout à droite. Je veux dire, Mathieu Pigas, il est là, quoi. Il est ici. Il est près du centre, hein. Là, tu mets Mathieu Pigas.
Là, tu mets Bolloré, quoi. Vous voyez? Donc dire ah mais voilà, Pigasse et Bolloré, c'est un peu la même chose, ils participent tous les deux au pluralisme à leur façon. Non, c'est pas vrai. Si c'est ça, ça veut dire que l'épicentre de la politique française, il est là, quoi. Il est ici dans la droite autoritaire. Et en fait, c'est le cas. C'est le cas, oui. Parce que Macron, c'est censé être le centre, et Macron est un immense droitard qui n'hésite pas à dérouler le tapis rouge aux fascistes. Donc, ouais, voilà, au final. On peut pas mettre de trait d'égalité entre un Pigasse et un Bolloré. Parce que quand tu regardes politiquement ce qu'ils défendent, je veux dire, Bolloré est 1000 fois plus de droite que Pigasse est de gauche, quoi. Voilà. En bas à droite, c'est les libertariens en mode South Park Wikipédia. Ouais, à la limite. Non, mais ça serait plus au centre droite, pour le coup. Ça serait pas là, je pense. Pour moi, on les met là, tu vois. South Park, ils sont ici. À la base, ils étaient peut-être là, South Park. Trey Parker, surtout, hein, et ils glissent plus vers la gauche. Avec la fascisation de. Et Trump aux États-Unis, comme c'est pas trop un teubé, ils se gauchisent en réaction à la droitisation des États-Unis, quoi. Voilà. Bref. Voilà. Et Wikipédia, je mettrais plus là. Ou ah non, Wikipédia ici, South Park là. Et après, là c'est des fachos, quoi. Bon, bref, peu importe. On reprend. Tout ça pour dire, on peut pas tirer des équivalences. C'est pas évident de tirer des équivalences entre Mathieu Pigasse et Bolloré, quoi. Ça va 5 minutes. Limite, Mathieu Pigasse est presque tokenisé par les droitards pour dire ça va la gauche, vous critiquez Bolloré, mais vous avez Pigasse, donc c'est bon, hein, poète poète camembert. Hein. Ils aiment bien dire ça. Ils ne disent pas poète poète camembert parce que plus personne dit ça depuis 1999 à peu près. Mais mais ouais, il y a presque comme une forme de tokenisation par la droite de Mathieu Pigasse pour dire c'est bon, vous aussi vous en avez des comme ça. Ça va. Hein. Oh. Et du coup, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est pas. Ouais. Ok. Ce qui compte, alors du coup, le mec a dit vous, si vous avez Pigasse, ça va, il a le droit de défendre ses opinions. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est conforme à la légalité de l'État français. Depuis des semaines, les sénateurs et sénatrices tentent justement, à travers les auditions de différents lieutenants du milliardaire d'extrême droite, de mettre au clair l'organisation et la finalité de ces diverses antennes. Un écosystème résumé par la centriste Sonia de la Provoté comme, je cite, un essaimage assez massif d'un certain nombre de structures et donc d'actions et donc de personnes touchées et donc de politiques publiques concernées. L'entrepreneur a récemment confié au New York Times dépenser des millions pour que son pays de naissance retrouve le sens des valeurs et renoue avec ses racines chrétiennes. Persuadé que sinon, dans 50 ans, la France sera la première république islamique d'Europe. Non mais wesh. Oh là 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 là. Mais c'est terrain. Quel débile celui-là, la république islamique d'Europe. Non mais oui, c'est dose, s'il te plaît quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi. Voilà. Et puis oui, en plus, ce qu'on reproche à ce terrain, et à Bolloré en particulier, d'être un droitard qui met son argent au service de la bataille culturelle, mes couilles, bon, à la limite. Enfin, je veux dire, à la limite. Ok, très bien, déjà il y a ça et ça pose déjà problème. Mais Bolloré, c'est l'aspect monopolistique de ce que fait Bolloré. Bolloré est en train de racheter tout un tas de médias. Il arrive, il est en mode vas-y, je vire tout le monde, je mets mes sbires et basta quoi. Il est en train de tout casser, il est en train de tout acheter et en plus il casse tout avec une violence qui est assez extrême. Ça s'est vu avec Grasset, ça s'est vu avec Fayard, là c'est en train de se voir avec Canal, ça va arriver bientôt. Ça s'est vu avec le JDD, ça s'est vu avec iTélé, ça s'est vu avec Europe 1 et j'en passe quoi. Vous voyez. Donc c'est aussi ça qu'on leur reproche, c'est l'aspect monopolistique quoi. Si Bolloré il avait un média d'extrême droite, il avait un journal d'extrême droite, voilà. Imaginez Bolloré il a juste le JDD, il a racheté le JDD, il a le JDD, il en a fait un truc de fasciste, rien d'autre. Ou il a que Europe 1, rien d'autre. Voilà, mais là c'est pas ça. Il a Europe 1, CNews, le JDD, Fayard, Grasset et Canal. Canal, il l'a pas encore totalement fascisé, mais bon, c'est en cours de route, voilà, comme elle a toute la séquence qui s'était passée. Et bientôt, il aura UGC, le plus gros distributeur de cinéma en France, quoi. Donc, c'est aussi ça, quoi. D'ailleurs, sur l'axe d'attaque législatif que la gauche aimerait faire, s'ils arrivent au pouvoir par rapport à Bolloré, c'est pas spécifiquement sur Bolloré, c'est sur les monopoles médiatiques, quoi. Oui, il achète aussi, il a encore plus de trucs que ça, quoi. Voilà. La manière de fragiliser l'empire Bolloré, c'est de dire bah t'as pas le droit de posséder tous les médias comme ça. Voilà. Et c'est une manière un peu détournée finalement de lutter contre Bolloré, non pas en faisant une loi spécifiquement antifasciste, mais en faisant une loi contre les monopoles des médias et qui serait plus d'un point de vue économique, mais du coup ça fragiliserait Bolloré exactement de la même manière. Quoi. Voilà. Ok. Et donc Pierre-Édouard Stérin, oui, surtout que Pierre-Édouard Stérin, il est trop con. Parce que Bolloré, il avance un peu plus caché que ça. Bolloré, il a une certaine finesse. Il rachète Canal, il en a pas fait directement un truc de propagande fasciste, quoi. Il avance petit à petit jusqu'à un point où sur comment il gère ses entreprises, il le fait dans une extrême violence. Mais il est pas là de donner des interviews tous les 4 matins pour dire ah oui, ah oui, moi je veux rendre la France fasciste, ouais, y a pas de souci. Il le dit pas aussi ouvertement, quoi. Pierre-Édouard Stérin, il se balade sur tous les plateaux, enfin il se donne des interviews tous les mois pour dire oui, moi je fais de la propagande contre l'islam et pour la France blanche et chrétienne. Oui, mais quoi, on n'a pas le droit de faire ça. Bah, on n'a que à moitié le droit de faire ça. Soit un peu plus fin, quoi. Je sais pas. Il est trop con. Vraiment, Pierre-Édouard Stérin, il est trop con. Donc,
Et Prisma Presse aussi pour une myriade de magazines. Oui, dans les magazines, il a tout un tas de trucs. Il a aussi tout un tas de trucs. Ouais, c'est aussi Havas, l'une des plus grosses boîtes de com au monde. Voilà. Là, j'ai parlé des trucs les plus qu'on connaît le plus, mais voilà, il a pas que ça. Il a pas que ça. Là, ça commence. C'est ça qui est extrêmement inquiétant avec Bolloré, c'est il rachète tout. Mais bon, et les levées de boucliers commencent à se faire de plus en plus larges. Ça dépasse les milieux gauchistes habituels là. Même Bec BD et Bernard-Henri Lévy, ils ont quitté Grasset comment on dit, en contestation par rapport à ce terrain. Donc, est-ce qu'il va continuer à faire ça toute sa vie? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ok, donc Pierre-Édouard Sterrin mène ce combat civilisationnel à travers deux structures. D'un côté, le Fonds du bien commun finance depuis 2021 des associations et des startups, je cite, à impact, proches des sphères catholiques traditionnalistes. Ses domaines d'action, la solidarité, l'éducation, notamment par le soutien scolaire ou les écoles catholiques hors contrat, la culture, et là je cite, croissance humaine. Je sais pas ce que ça veut dire la croissance humaine, c'est quoi? C'est en mode fête des bébés blancs, quoi. C'est le réarmement démographique, mais que avec des blancs, catholiques. C'est ça? Parfois, on est aux frontières des frontières de ce qui peut être compris comme étant républicain. A noter la sénatrice Sonia de la Provoté. Ah oui, bah c'est dit de manière un peu timide. Hein. On est aux limites de ce qui peut être compris comme étant républicain. Non. Dire ah là les députés, vous avec vos commissions d'enquête. Attends, c'est quoi le truc qu'il a dit au début? Il a dit vous faites les imbéciles devant les caméras, vous les députés en commission d'enquête. Ça c'est juste littéralement mot pour mot de l'anti-républicanisme et antidémocratique quoi. Donc voilà. Sterrin voulait surtout des bébés baptisés. Et il a utilisé le terme bébé blanc et français de souche pour parler de ça. Ça avait fait une polémique entre guillemets il n'y a pas très très longtemps. L'année dernière, début de l'année, je sais plus. Donc, ouais. Non, c'est pas que bébé baptisé. Il a dit, mais il a dit bébé blanc et français de souche. Hein. Ça, il l'a dit aussi. Donc c'est à la fois, il y a vraiment le truc sur le christianisme où il lutte par rapport à ça, mais c'est aussi suprémaciste blanc. C'est les deux. Hein. Voilà, il veut des bébés blancs et chrétiens. C'est vraiment, il dit les deux quoi. Voilà. Merci Major Tom Fass pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Grâce à l'engagement de M. Sterrin, nous avons soutenu plus de 300 projets, a indiqué le directeur général du Fonds du bien commun, Edward Welly, lors de son audition au Sénat le 2 juin, soit 106 millions d'euros déjà injectés. Pardon. La présidentielle de 2027 approchant, le milliardaire libertarien a voulu en parallèle mener cette offensive idéologique dans les urnes, en lançant en 2023 son plan Périclès pour patriotes enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Oh, ça va. T'as encore d'autres trucs à mettre dedans? Oh, on dirait le nom de l'émission de Host Politique sur Blast où c'est ironique, ça s'appelle CDDM parce que c'est en mode les cartes des dessous du monde de la diplomatie quoi. Mais c'est une blague. Bah, lui il fait ça premier degré. Patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Tout ça oh. Censé favoriser l'arrivée au pouvoir de la droite extrême et de l'extrême droite, la structure a depuis financé des médias réactionnaires comme Frontières, L'Incorrect et Radio Courtoisie par exemple. Mais aussi des instituts de formation politique, divers groupes de réflexion et a même investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'école des maires, Politicae, rien à voir avec Linguisticae. Voilà. Donc oui, Politicae, c'est une espèce d'école et pendant les municipales, ça a un peu ça a servi de centre de formation un peu. Voilà, voilà. Droite extrême et extrême droite, un problème à mon avis? De quoi? Censé favoriser l'arrivée au pouvoir de la droite extrême et de l'extrême droite. Bon, ouais, c'est cette formulation. Moi, disons que c'est une formulation un peu à la con, quoi, mais c'est pour dire. Que historiquement, l'extrême droite, c'est ceux qui sont l'extrême droite historique, et la droite extrême, c'est ceux qui viennent de la droite dite républicaine, mais qui sont en train de converger avec l'extrême droite, quoi. Voilà. En vrai, ça commence à être la même famille politique, quoi. Voilà, droite extrême, ça serait Retailleau, extrême droite, ça serait le RN. C'est en se plaçant dans un cadre un peu historique, je comprends d'où vient cette formulation. Bon. Bon, me dérange pas plus que ça, quoi, mais c'est une façon de dire qu'ils financent pas que le RN et pas ceux qui sont directement et historiquement associés à ce qu'on appelle l'extrême droite, quoi. Bon, pourquoi pas. Après, c'est quoi toi, que tu trouves que tu trouves piégeant dans cette formulation? Ça consisterait à dire que la droite extrême, c'est pas quand même l'extrême droite et c'est moins grave. Ça consisterait à dire que Retailleau, c'est quand même moins grave que Bardella. C'est là que tu vois un piège? Oui. Je sais pas, moi je vois pas trop comme ça parce que de toute manière, ils sont en train de converger de zinzin. Donc, ouais. Après, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Voilà, entre merde et caca, ou d'un moment, est-ce qu'il faut vraiment faire le distinguo? Après, voilà, ça, c'est les trucs de journalistes aussi qui essayent d'être parfaits d'un point de vue sémantique. C'est un peu une formule, une petite formule pour dire qui parle aussi bien de LR que du RN, quoi. Voilà. Sachant qu'il y a des gens qui sont passés par Politicae, pour le coup, ils sont même pas LR. Il y a des gars de Horizon qui étaient en lien avec ce terrain. Je crois que c'était le mec qui était candidat à Mantes-la-Ville ou Mantes-la-Jolie, je sais plus comment. Je sais plus lequel des deux. Je crois que c'était le candidat à Mantes-la-Jolie qui a été battu.
qui a été battu par un gars du Val-Fouré, qui est même pas encarté dans un parti. Un mec de gauche, du coup. Donc le Val-Fouré, c'est le quartier populaire de Mantes-la-Jolie, quoi. C'est une cité à Mantes-la-Jolie. C'est un mec qui vient du Val-Fouré. Et c'est un mec qui s'est lancé en politique sans appareil, comme As, en mode genre, vas-y, on va se lancer pour les municipales à Mantes-la-Jolie. Il a battu le gars de Horizon à Mantes-la-Jolie. Incroyable, hein. Et c'est un mec de gauche, tu vois, mais c'est même pas un mec de LFI, quoi. Ou de je sais pas quoi. C'est un mec qui était sans parti. Gauche, divers gauche, quoi. Incroyable, en vrai. Enfin, ça, c'est mon 78, ça, let's go. Et en face, c'est un mec de Horizon. Et il me semble que ce mec de Horizon, candidat à la mairie de Mantes-la-Jolie, il était passé soit par Politicae, le truc de Pierre-Édouard Sterrin, ou autre chose, mais en tout cas, il était en lien avec un truc lié avec Pierre-Édouard Sterrin. Et pourtant, c'est un mec de Horizon. Voilà. Donc, parler de droite extrême pour ce genre de profils qui sont à Horizon, mais qui travaillent avec Sterrin, pour faire une nuance par rapport à l'extrême droite qui a des racines historiquement différentes, pourquoi pas? Moi, ça me choque pas plus que ça. Mais je vois le côté piégeant, je vois ce que tu veux dire, Zella. Bref, allez, on continue. Convoqué au Sénat le 25 mai, le patron de Périclès, Arnaud Rérol, a maintenu le plus grand flou sur la petite centaine de structures soutenues, mais aussi sur les sommes injectées. Alors qu'en mai 2025, lors d'une première audition à l'Assemblée nationale, il annonçait vouloir déployer une vingtaine de millions d'euros sur l'année, le trentenaire a cette fois évoqué un budget d'environ 10 millions d'euros par an. L'effet peut être des difficultés financières du mécène Pierre-Édouard Sterrin. Ah, c'est vrai qu'il est en difficulté financière? Parce qu'il est trop nul, le lourd passif de la nouvelle caution économique du RN. C'est quoi ça? François Durvy. Bon, je sais plus, on va pas lire tout l'article. Mais oui, on avait lu un truc comme ça, et Pierre-Édouard Sterrin, il perd de l'argent en fait. Parce qu'il est nul, encore une fois. Il est nul. Chais. Ah oui, on va pas le plaindre là-dessus. Hein. Voilà. Ah, le nul! Haha, le nul! Le nul! Alors que le fonds du bien commun, en tant que fonds de dotation, doit légalement répondre à un objectif d'intérêt général, l'homme d'affaires a contesté jeudi tout lien organique entre sa fondation et Périclès. Il n'y a aucun élément commun entre ces deux structures qui sont des projets différents, a-t-il assuré face aux sénateurs et sénatrices. Ouais. Il est en mode non mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes boîtes. Je finance les deux mais ça n'a rien à voir. Oui. Les membres de la commission d'enquête ont en tout cas été bien en peine de comprendre les modalités de financement de cet écosystème. Ils et elles pensaient pouvoir être éclairés par son initiateur et mécène. En vain. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que mes équipes sont en charge de ça, et sont beaucoup plus compétentes que moi, à balayer Pierre-Édouard Sterrin, se contentant de reconnaître que la matière juridique n'est pas une matière où il excelle. Alors est-ce qu'il y a une matière où il excelle, Pierre-Édouard Sterrin? C'est la question que je me pose. Vraiment. Je l'ai jamais vu, je ne lui reconnais aucun talent, moi, personnellement. Je suis certain qu'il y a une très bonne raison pour laquelle les opérations ont été faites de cette façon-là, et pas d'une autre façon. A-t-il aussi évacué lorsqu'il a été questionné sur la raison pour laquelle il finançait étonnamment le fonds du bien commun via des prêts et non des dons. Ok, donc il respecte pas les trucs pour mettre un maximum d'argent et de billes partout, et quand on lui met son nez dans son caca, il est en mode « Ah moi je suis pas spécialiste de ça, voyez avec mes avocats fiscalistes ». Ouais, bah alors, mais vraiment. Oh là là. Il a peur de rien. Mais ça, en fait, l'extrême droite et les milliardaires, les deux, donc les milliardaires d'extrême droite singulièrement, se sentent tellement dans une impunité parce qu'ils se font sucer la bite par CNews toute la journée, qu'à la fin, ils sont en mode non, mais je m'en bats les couilles de vos questions, je m'en fous. Je m'en fous. Ouais, bah, je me demande si ça va pas finir un peu par se retourner contre eux aussi, quoi. Ce sentiment d'impunité qui leur fait un sentiment de toute puissance, finalement, fait qu'ils y vont à 2000% sur l'autoroute de l'indécence permanente et de l'insulte à l'intelligence humaine. Et à un moment donné, je me demande si ça les affaiblit pas aussi d'une certaine manière, quoi. Voilà. Ils ont trop cru que c'était gagné ils ont trop cru que c'était gagné d'avance, en fait. Et à un moment donné, voilà, hein. Tant que t'as pas joué la finale, si tu penses que t'as gagné, tu vas perdre, t'as pas gagné, en fait. Voilà. Regardez les Spurs en NBA. Analogie basketball. T'es là, Adem? Celle-là, elle est pour toi. Regardez les Spurs en NBA. Ils ont gagné la finale des conférences face à OKC, les Thunders d'Oklahoma City, tenant du titre et favoris pour la saison de 2026. Et ben, ils auraient pu se dire let's go! On a battu les Thunder, on a battu OKC. La finale ne sera qu'une formalité maintenant. On a fait le plus dur. Les Knicks, ils sont pas aussi bons. Ils auraient très bien pu se dire ça. Bah non. C'est pas fini. Hein. Et là, ils ont perdu la première partie. Donc, non. Tant que t'as pas gagné, t'as pas gagné. Si tu commences à relâcher ton intention, si tu penses que c'est gagné d'avance, c'est là que tu perds. C'est pareil aux échecs. T'es là. 4 points d'avance. T'es à plus 4 sur chess.com. T'es là en mode genre, mais attends, j'ai un fou d'avance et un pion. Il y a plus qu'à. C'est bon. Il y a plus qu'à transformer ça en victoire. Voilà, je change mes pièces tranquillement, etc., etc. C'est gagné. Et là, bim. Tu vois pas. Tu cloues ta dame à ton roi. Tu te fais baiser. Attaque à la découverte, j'en sais rien. Donc voilà, faut pas relâcher son intention jusqu'au dernier moment. Tant que t'as pas gagné, t'as pas gagné. Surtout sur un truc exigeant comme la politique, le basketball ou les échecs, vous voyez. Voilà, il y avait des blessés chez OKC. Bon, j'en sais rien, mais je suis le foot depuis 3 semaines. Voilà.
Je suis le foot depuis 3 semaines, le basket depuis 3 semaines. Donc je peux pas vous en dire grand chose. J'ai voulu tenter une analogie de basketball parce qu'en ce moment il y a Wemby qui joue en finale et tout quoi. Et je commence à me hyper sur le basket, mais voilà. Mets tes pions sur la même couleur que ton fou, défends tout et ensuite tu échanges. Ah bah merci pour les conseils Ulysse. Je sais bien. Je sais. Et pas dans l'autre sens. Je sais. Mais parfois t'es là et puis juste le mec il t'attaque. Il te laisse pas le temps de te mettre en place. Il te fait des attaques comme as. Genre mais j'ai pas le temps de faire ce que j'avais envie de faire. Et juste faut garder son sang-froid. Mais pour le coup les échecs il y a vraiment ça. Tant que t'as pas gagné, surtout à mon niveau, je suis 750 Elo quoi. Surtout à mon niveau, tant que t'as pas gagné, t'as pas gagné. Voilà. Et même si t'as de l'avance. Et j'ai l'impression que l'extrême droite là, ils sont en mode c'est bon, c'est win, c'est gagné d'avance. Mais t'es con quoi? Tu peux perdre encore. Tu peux perdre. Regarde. T'es bête ou quoi? T'as laissé ta dame devant ton roi sur une colonne ouverte. Bah j'ai mis ma tour, t'es baisé, tu vas faire comment? Bah, tu vas perdre ta dame. Allez. Bim. Elle est bien l'analogie. Je dirais que c'est ça. C'est ça avec ces news. À force de se croire tout permis, ils ont fini par laisser leur dame alignée avec leur roi sur une colonne ouverte. Et on va les baiser. On va les baiser comme ça. Voilà. Il y a juste à faire tour D1 et puis c'est win quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est pour mes échecs, c'est pour mes fans d'échecs du chat. Ok. Bon allez, on finit l'article. Je suis certain qu'il y a une très bonne raison pour laquelle les opérations ont été faites, je viens de le lire ça. L'exilé fiscal a en tout cas tenu à rassurer les parlementaires sur le caractère désintéressé de son projet. Sur les plus de 100 millions que j'ai donnés à date, ou versés ou investis dans des projets philanthropiques ou métapolitiques, je n'ai pas eu un centime d'économie fiscale. Ah bah ça va alors, dit-il en commençant la commission d'enquête en se présentant lui-même comme un exilé fiscal. Hein. Il a dit « Je suis encore ce qu'on appelle aujourd'hui un exilé fiscal ». Il commence comme ça et il finit en disant « Je n'ai pas eu un centime d'économie fiscale sur mon travail de philanthropie ». Mais il est con. Mais oui, il est con. Il est vraiment con. Voilà. D'ailleurs, si je devrais avoir une conclusion par rapport à ça, parce qu'en vrai, là, tout ce qu'on a raconté sur Pierre-Édouard Stérin, il n'y a rien de très nouveau. Hein. Voilà, qu'il fasse le débile en commission, qu'il soit malhabile, et le projet Périclès, Pierre-Édouard Stérin et tout. C'est un truc qu'on connaît bien, on en a beaucoup parlé sur ce live, etc. Donc en conclusion, je dirais, Pierre-Édouard Stérin est la preuve vivante qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'intelligent et talentueux pour devenir milliardaire dans le monde. Parfois, juste à de la chance. C'est là au bon endroit au bon moment, Smartbox, ça pète et bim. Il a dû bien s'entourer avec des conseillers talentueux, des conseillers financiers, et maintenant il est milliardaire. Mais vraiment, c'est ni son intelligence, ni son talent qui l'a mis à sa place aujourd'hui, quoi. Voilà. Il faut être né. Voilà, j'imagine qu'il est pas né de parents smicards qu'on grandit dans un HLM, quoi. Vous voyez. Donc, il a hérité ou c'est full sa réussite? Il est pas né milliardaire, mais j'imagine qu'il a hérité un petit bout pour au moins lancer son business. Et voilà. Oui, c'est un œil. Il est héritier, mais il a fait fortune avec Smartbox malgré tout. Voilà, il a pas grandi en bas des blocs, hein, j'imagine. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour devenir milliardaire. Pierre-Édouard Stérin en est la preuve vivante. Voilà. Né d'un père expert comptable et d'une mère travaillant dans une banque. Voilà, lycée Aristide Briand d'Évreux, section économique. Il a redoublé 2 fois au lycée. Et après, il a fait des études à la Sorbonne et une école une business school à Lyon. Voilà. Donc en vrai, c'est pas un fils de milliardaire. Hein. Ça a l'air d'aller. Hein. Je pense qu'il est pas né pauvre. Mais voilà. Non, c'est juste qu'il a eu de la chance. Bah, j'ai pas shamé le renouvellement. Je pense que vraiment qu'il a eu de la chance à un moment donné. Hein. Voilà, il était au bon endroit au bon moment. Il a fait fortune avec Smartbox. Bah, bien joué du con. C'est pas de toi un mec talentueux, quoi. Voilà. Ça sera ma conclusion. Et la team YouTube, si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à dire je suis d'accord avec ça. Pierre-Édouard Stérin, vraiment, c'est un gros nul. Et abonnez-vous, bien sûr.